Bonsoir chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis très heureuse aujourd'hui dans ce nouvel entretien géopolitiquement incorrect d'accueillir Idriss Aberkane. Alors présenter Idriss Aberkane c'est quand même très compliqué, il y en aurait pour un long moment. Donc je vais dire que vous êtes essayiste, polémiste aussi d'une certaine manière, conférencier, entrepreneur, que vous avez surtout une connaissance, moi ce que je trouve merveilleux, c'est qu'elle est transdisciplinaire, elle est encyclopédique sur un million de choses que personnellement je ne connais pas aussi bien. Merci. Et donc c'est très rare et c'est aussi ça qui déclenche sans doute beaucoup de jalousie et de contestation et de tout un tas de choses sur votre personnalité. Enfin, on s'en fiche un peu. Ah, mais c'est même un honneur. Maintenant, mon nom Voilà. indien, c'est Bulldozer Insolent. Ça y est, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est bon. Bulldozer Insolent, c'est pas mal. Comme dirait Cyrano, déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Ou encore, bien sûr, Talleyrand. Hein. On dit de moi ou trop de bien ou trop de mal. Je jouis des honneurs de l'exagération. Mais c'est vrai qu'on se connaissait via Le Point. Ouais. On a été recruté par Olivier Récassens. Ouais. Chacun qu'on salue, un remarquable grande dame merveilleuse, qui était au Point à l'époque. Et on a des parcours en fait relativement parallèles, puisque vous êtes officier de réserve, bien plus gradé que moi d'ailleurs. Oui. Et en ce qui me concerne, donc j'ai enseigné la géopolitique à Centrale Supélec, j'ai fait ma thèse à Polytechnique et j'étais donc à Normal Sup comme prédoctorant. En biologie au départ, mais ayant fait aussi le CEDS, puis ayant fait donc, ma préparation militaire, je me suis intéressé à la géopolitique très rapidement. Et c'est ce qui fait que vous me faites l'honneur de me recevoir. Oh, c'est un grand plaisir. En tout cas, je vous connaissais de réputation bien avant qu'on travaille ensemble. Vous êtes intervenu sur ma chaîne et tout. Et c'est un honneur d'enfin passer sur votre chaîne. Mais c'est très très gentil, c'est trop gentil. En tout cas, moi je suis très contente qu'on inverse les rôles cette fois-ci. Donc c'est moi qui vais poser quelques questions. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est que je voudrais connaître votre... Parce que quand je viens en entretien, moi, sur votre chaîne, voilà, je réponds à des questions d'actualité internationale, etc. Là, je voudrais vraiment faire l'exercice inverse et avoir votre approche parce que finalement... Même quand on fait une émission longue sur votre chaîne, on n'a pas forcément votre vision large des choses. On l'a sur des points, sur des choses très précises qui arrivent de l'actualité, j'allais dire, brûlante du moment, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir votre avis et sous un angle économique et aussi pour ce qui concerne les questions géo-énergétiques, enfin la géopolitique vue via le prisme énergétique. Sur deux grands sujets, qui sont les deux grands sujets du moment, hein, toujours le même. Ce qui se passe en Europe. Et j'avais envie d'intituler cet entretien, je ne sais pas si je le ferai, mais la question c'est est-ce que l'Europe peut se permettre une économie de guerre? Très bonne question. Alors, ça renvoie à beaucoup de choses. On est vraiment là en ce moment, au moment même où nous parlons. Moi, j'ai appris ce matin que le chef d'état-major des armées roumaines et ses chefs d'armée allaient se rendre à Londres pour discuter, donc j'imagine avec Keir Starmer, de la suite. On continue à faire battre les tambours de la guerre alors que pendant ce temps, les Américains sont en train de discuter des premiers pas d'un éventuel cessez-le-feu véritable ou en tout cas d'un apaisement de ce conflit pour des raisons qui ne sont pas forcément de pure bonté d'âme, hein, loin de là. Et justement, ça aussi, on pourra en parler. Mais je voudrais avoir votre analyse sur... Mais que fait donc l'Europe dans cette galère à prendre le contre-pied américain, j'allais dire au pire moment, même si elle le juge opportun. Et quand je dis l'Europe, c'est encore gentil, parce qu'elle est elle-même en train de se fracturer sur cette question. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis dans un deuxième point, on parlera peut-être du Moyen-Orient, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Ok, il faut se rappeler que l'Europe est le continent le plus polémogène de l'histoire de l'humanité. Hein. C'est là qu'il y a le plus de batailles. Donc on a maintenant une carte qu'on peut trouver sur Internet. Vous pourrez éventuellement la retrouver, l'insérer au montage. Une carte de tous les sites de bataille connus sur la planète Terre. Il n'y en a évidemment pas beaucoup en Antarctique, ni au Groenland, où il y en a 2-3 quand même. Ce qui fait, ni d'ailleurs même en Islande, ce qui fait que les Islandais, jusqu'à récemment, avaient encore une vieille loi qui leur donnait l'ordre de tuer tout Espagnol à vue.
Voilà. Il y avait une vieille loi qui traînait en Ah Islande. bon? Elle n'avait jamais été abrogée. Elle a dû être abrogée dans les années 2000, qui permettait légalement, et qui même pas permettait, imposait de tuer tout Espagnol à vue, qui approchait D'accord. l'Islande. Ok. Voilà. Bon, pourtant l'Islande aujourd'hui c'est pacifique. L'Islande aujourd'hui n'a même pas d'armée, donc Non. bon. Mais même par habitant, parce que bon, bien sûr, il y a des sites de bataille en Chine, il y a des sites de bataille en Inde. Enfin, l'Inde n'a pas été unifiée rapidement, même s'il y avait eu Ashoka, etc. L'endroit qui a le plus de batailles, de sites de bataille par habitant, c'est clairement l'Europe, mais sans conteste, quoi. Il n'y a pas la moindre comparaison. Quand on voit la carte, on en voit pas mal en Asie, mais même par habitant, c'est un truc de fou, parce que l'Asie est beaucoup plus peuplée que l'Europe, et il y a plus de sites de bataille. Donc, et l'Asie est plus peuplée que l'Europe pour des raisons énergétiques. Le riz a une calorie par hectare plus grande, et donc on peut soutenir, quand on a une agriculture basée sur le riz, on peut soutenir des populations plus grandes, des densités de population plus grandes. Donc l'Inde et la Chine ont des densités de population très élevées, le Bangladesh est plus peuplé que la Russie, enfin tous ces trucs-là, quoi. Et l'Europe, donc, ne peut pas s'empêcher de plonger le monde dans la guerre. C'est régulier, quoi. Les États-Unis l'avaient un peu calmé à travers la guerre froide, etc., avec l'arme atomique aussi. Enfin bon. Mais l'Europe a cette espèce de tendance naturelle à vouloir retomber et n'est pas encore consciente du fait que l'arme atomique semble exister, quoi. Autant les Japonais s'en sont pris deux sur le coin de la tronche, et c'était que des bombes A. Mais là, on entend qui a la poésie sur LCI, qui dit qu'il faut bombarder Moscou. J'ai jamais entendu la bombe atomique être, H en plus évidemment, la bombe thermonucléaire, être aussi désinvoltement citée de l'histoire humaine, hein. Même au cœur de la guerre froide. Même quand on avait Curtis LeMay, qui était un cinglé fini, qui disait à la fin, s'il y a 10 Américains vivants et un Russe, on a gagné. Enfin, voilà. Même quand des mecs timbrés comme ça existaient, les plateaux télé disaient pas ça. On voyait pas sur ABC ou que sais-je des gens dire oui, très bonne idée. Allons ratiboiser Moscou. Oui, on était d'accord sur l'équilibre de la terreur, d'une certaine manière. On l'admettait, et on admettait surtout l'idée du nucléaire comme arme de pur non-emploi, en fait. C'est ça, même les pires faucons, quoi. Alors, il y a eu bien sûr le rôle énorme joué par le film de Kubrick, Docteur Folamour, qui a eu un rôle culturel majeur. Les présidents le regardaient, De Gaulle l'a vu. Enfin, ils se rendaient compte des conséquences, quoi. Sans parler des dispositifs de main morte que les Russes ont, et ils les ont encore aujourd'hui, et qui sont décrits dans Docteur Folamour. Donc on rappelle, pour notre audience, j'allais le dire. Dispositif de main morte, voilà, c'est un dispositif qui envoie une arme atomique automatiquement, même si les décisionnaires sont morts. Et en général, un vrai dispositif de main morte, comme le système périmètre des Russes, est un dispositif qui empoisonnera le ciel. Alors dans Docteur Folamour, c'est du cobaltorium aujourd'hui, c'est des trucs confidentiels, mais qui vraiment empoisonnerait le ciel et anéantirait 99,9% de la population. Donc c'est pas super. Donc bon, on est ultra désinvolte là-dessus. Alors pourquoi ? Parce que croit-on toujours que la Russie bluffe ? Oui, enfin, faut être. Est-ce qu'on le croit ? Je pense que, à part les gens sans caractère, etc., vous parliez des attaques, etc., quand on n'a jamais été attaqué, quand on est, je sais pas, le profit d'un Gabriel Attal, ou des gens sans colonne vertébrale, qui n'ont jamais connu le moindre antagonisme, qui n'ont pas connu d'antifragilité, qui n'ont jamais connu d'objection, de difficulté, d'épreuve. Bon, même 30% des Français qui votent Macron aujourd'hui, enfin, on voit qu'on les pousserait à faire n'importe quoi en les poussant un peu fort. Ils feront ce qu'on leur demandera. C'est ce que démontrent les expériences de conformité de H, l'expérience de Stanford, l'expérience de Milgram. Oui. Elles démontrent qu'il y a, alors l'expérience de H dit même que c'est 80% de la population qu'on peut faire, et Milgram aussi, 80% de la population à qui on peut faire n'importe quoi. Mais bon, c'est au moins un noyau dur de 30% de la population. Vous leur dites demain qu'il faudra se mettre une 7e dose, vous leur dites demain prends sa poutine, mets ton chauffage à 12 degrés, enfin, ils le feront. Si l'autorité le dit, ils le feront. C'est des lemmings. Voilà. Et malheureusement, ceux-là, y croient pour de vrai. Maintenant, ceux qui leur disent que oui, Poutine est une menace imminente pour le monde, je pense qu'ils n'y croient pas, honnêtement. Par contre, ils voient bien que l'économie européenne est effondrée. Ouais. C'est l'Allemagne, l'économie européenne, on ne va pas se le cacher. Avec l'explosion du Nord Stream, dont 30% des 100 colonnes vertébrales croyaient vraiment que c'était la Russie qui l'avait faite, alors que Seymour Hersh, donc un des plus grands journalistes du monde, qui a révélé le massacre de My Lai, a bien confirmé que non, bien entendu, c'était les Américains, d'autant que Joe Biden avait dit oui, on pourra le faire. En coupant la jugulaire de l'Allemagne, et aujourd'hui, la Chine aussi a pénétré la fenêtre industrielle allemande avec ses véhicules. La Chine a rattrapé, ça y est, la Chine est positionnée aujourd'hui pour être compétitive sur le marché automobile. Ouais. Et en plus, l'Union européenne lui a ouvert grand les bras. Donc,
L'industrie auto-allemande ne récupérera jamais, il faut être très clair. Elle récupérera en partie, il y aura des Porsche fabriqués aux États-Unis, très bien. Mais la gloire de l'industrie auto-allemande, de la réunification, donc l'apogée de l'industrie allemande auto, à savoir voilà, 89-2009 pour simplifier, on ne retrouvera plus jamais ça. C'est à partir de la crise de 2008, l'industrie auto-allemande est déjà vers la fin, quoi. Et si on rajoute le fait d'avoir coupé le Nord Stream, ils ne reviendront plus jamais à cet état-là. Donc, d'autant qu'ils ne sont pas compétitifs en électrique. Mais on parle de la reprise de Nord Stream, de sa réparation, de l'organisation d'un deal entre Américains et Russes sur Nord Stream, pour reprendre Nord Stream, pour le gérer, pour en tirer des dividendes et pour vendre aux Européens éventuellement ceux qui passeraient à travers, au prix fort. Bien sûr. Au prix fort. Et aux bénéfices américains. Donc c'est le double suicide, c'est le suicide à triple, quadruple, quintuple détente. Oui, mais l'Europe est suicidaire dans son histoire. Moi je le pense, mais... Les deux guerres mondiales l'ont démontré. La Première Guerre mondiale était un pur suicide basé sur des erreurs de calcul monumentales. Il faut réécouter cette excellente conférence d'Henri Guillemin, l'autre avant-guerre, qui pourtant, donc, en plus, un grand historien de gauche. Il y a peu de très très bons historiens de gauche, à part bien sûr Marc Bloch, etc. Mais c'est vraiment le plus grand conférencier francophone. Et son analyse est remarquable. Enfin, il démontre que en fait, tout un tas de gens étaient prêts à arrêter cette guerre, qu'il y avait tout un tas de diplomates, même de généraux, qui étaient conscients que on ne serait jamais de retour à Noël, enfin tout ce qu'on croyait. Mais le camp de la guerre dans tous les pays a gagné, parce que chacun a fait l'erreur de calcul de se dire ça durera 6 mois. Et on va la gagner, bien entendu, puisque quand on fait la guerre, on la gagnera toujours, d'ailleurs, la preuve avec l'Ukraine. Et à la fin, bien sûr, même si le tsar et Nicolas et le Kaiser étaient encore en correspondance au dernier moment à dire arrêtons, c'est de la folie. Bon, et on a fait ça, qui était un suicide et une guerre qui servait à rien. Il faut quand même le rappeler, la Première Guerre mondiale n'avait aucune utilité, absolument aucune. Autant la deuxième, il y avait vraiment une guerre à mort entre idéologies qui était prête en plus à faire les camps, etc. Ouais. Voilà, la Deuxième Guerre mondiale avait un but, mais elle était causée par la Première, de toute façon. Donc la Première servait à rien. Il faut quand même se rappeler qu'on a eu 17 millions de morts, plus les guerres au Moyen-Orient, les accords de Sykes-Picot-Morozov, enfin toutes les conséquences qui vont donner, la décolonisation, la guerre froide, Lénine qui est envoyé par les Allemands eux-mêmes pour déstabiliser la Russie. Il faut quand même se rappeler de ça. Enfin, si on a l'Union soviétique, c'est parce que personne ne le sait. Personne ne le sait. Envoyer dans un train, ou envoyer Lénine à travers la Suisse dans un train fermé pour qu'il aille faire péter la Russie. C'était la fiole de poison, c'était l'anthrax avant l'heure. Le choc du moment. C'est ça, exactement. Et il l'envoie et ça marche très très bien parce que le type, en effet, était un poison ambulant et c'est Lénine qui a donné le territoire ukrainien. Donc on voit les conséquences, même Poutine ne peut pas saquer Lénine pour cette raison, parce que c'est à cause de Lénine qu'il y a la guerre en Ukraine, concrètement. Le Donbass a été donné à l'Ukraine par Lénine. Donc bon, on voit les effets dominos de gens qui sont irresponsables, qui parce qu'ils ont des titres ronflants, se disent qu'ils savent ce qu'ils font, et qui en fait n'en ont pas la moindre idée. Il faut être très clair, les gens qui ont fait la Première Guerre mondiale n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Les gens aujourd'hui qui disent il faut raser Moscou, il faut réarmer, n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils sont en train de faire. Et pas le moindre euro pour le faire. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Malheureusement, si, puisqu'ils ont l'épargne des Européens. Oui. Donc, ils ont des euros. 850 milliards. Mais ils ont beaucoup plus. L'épargne des Européens, c'est beaucoup plus que ça. Oui, mais ce sera de la dette dans un premier temps, et ce sera pour acheter des armes américaines. Oui, ce sera aussi pour relancer l'industrie allemande. Ça aussi, c'est quand même une folie. Je pense qu'ils vont essayer de relancer leur propre industrie. Rheinmetall, par exemple, veut en croquer. Les grands consortiums européens veulent en croquer aussi. De toute façon, les Allemands se sont bien rendus compte que là, ils ne pouvaient plus rattraper leur retard face aux Chinois avec l'automobile. Donc, ils vont fabriquer des canons. Puis ça se finit toujours bien. On sait quand Krupp se met à faire des canons, ça finit toujours bien dans l'histoire du monde, que ce soit la guerre de 1870 ou la Première Guerre mondiale ou la Deuxième. Mais là, Rheinmetall, qui est un peu le nouveau Krupp, veut en croquer, ça c'est clair. Quand Ursula von der Leyen annonce les 800 milliards, Rheinmetall est déjà là en train de se dire combien de milliards je vais prendre. Et c'est ça qui va relancer l'économie allemande, selon eux. Donc, ce qui est un pari extrêmement dangereux. Si les Américains les laissent faire, parce qu'il y a quand même tout l'arrière-plan stratégique de ça. Jusqu'à quand? Parce que c'est quand même la question qu'on peut se poser. Quels que soient les motifs, l'incompétence, l'opportunisme, les calculs à la petite semaine personnels de tous les dirigeants européens
qui accompagne cette espèce de soi-disant effort nécessaire pour aller se réarmer et devenir souverain stratégiquement, ce qui est quand même une vaste farce, à tout point de vue, parce que l'OTAN sans les États-Unis, moi je veux bien, mais déjà avec les États-Unis, les guerres ne sont pas gagnées, mais alors sans, n'en parlons peut tout pas. à fait disparaître Voilà. et l'Europe en créer une nouvelle pour elle, quoi, qui n'aura pas du tout la profondeur et la puissance de l'OTAN. Mais pour faire quoi? Une dictature. Enfin, ce qu'ils ont aux yeux, c'est que pour faire, quoi l'idée? Il faut. Enfin, c'est bismarckien, quoi. Si on essaie de poursuivre la pensée de Bismarck vers une Europe fédérale, il faut impérativement un ennemi commun. On a des penseurs de la géopolitique de la Mitteleuropa qui se disent mais les Russes, c'est parfait, c'est le nouveau Napoléon III, il faut vraiment qu'on crée cette menace, qu'on l'entretienne, etc. Idéalement, qu'ils nous déclarent la guerre, mais les Russes ne vont pas déclarer la guerre. Donc bon, ça ne sera pas comme pour Bismarck avec Napoléon III qui déclare à contre-cœur la guerre. Parce que là aussi, ce n'était pas du tout lui qui voulait. Et encore une fois, Henri Guillemin en parle très très bien. Finalement, Napoléon III avait fait des référendats dans tout l'Empire. Et il avait eu d'excellents scores dans les campagnes, mais dans les villes, c'était pas super. Badinguet, vous vous rappelez qu'on l'appelait Badinguet, parce que c'était Paul Bismuth, parce que Badinguet, c'était son nom de prisonnier. Enfin, c'est le nom qu'il avait pris quand il s'était évadé de prison. Et Badinguet, c'est comme ça qu'on l'appelait dans les faubourgs parisiens. Et du coup, il s'était une bonne petite guerre qui ne saurait être victoire. Enfin, c'est pas lui qui s'était dit, c'était ses conseillers. Et en particulier l'impératrice Eugénie qui voulait impérativement que le dauphin, enfin pas le dauphin, mais l'héritier, eût une victoire. Oui, mais ça, c'est il y a longtemps, et comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'arme nucléaire, il y a les armes hypersoniques, il y a un déclassement militaire, technologique européen qui est quand même de fait par rapport à cet ennemi diabolisé, etc., mais en tout cas qui existe et qui est beaucoup plus avancé technologiquement, qu'il soit belliqueux ou pas, en soi, il l'est. Donc, qu'est-ce qu'on espère là? Surtout si on se fait larguer en race campagne par Washington. Le bon terme, c'est comparaison n'est pas raison. Le problème, c'est que beaucoup de gens en Allemagne, beaucoup de géopolitologues actuels ou de géopoliticiens, quand on fait la différence entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui réfléchissent, mais bon, il y en a qui pensent comme ça, qui voient un destin bismarckien pour l'Allemagne de prendre le leadership d'une Europe fédérale, et pour ça, c'est impossible sans ennemis. C'est impossible sans ennemis. Donc il faut contrôler l'épargne, il faut contrôler la presse, la suppression de RT et de Sputnik qui a été faite par Ursula von der Leyen. Et les penseurs de cette Mitteleuropa veulent sauter sur l'occasion pour créer l'Europe fédérale. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, en termes d'argent, les Allemands sont assez réticents, en tout cas à ce stade. Ils vont prendre celui des autres, il n'y a pas de problème. Oui, mais ils ne veulent pas non plus de dette commune. Vous savez bien qu'ils ne veulent pas de dette commune. C'est-à-dire que l'histoire de ces centaines de milliards qui seraient mobilisables, etc., à partir du moment où c'est des eurobonds... il faut être très clair. Voilà. Ça sera des bons du Trésor Eurotunnel. Il faut être très clair. Eurotunnel, c'est-à-dire Eurotunnel, c'était investissez dedans. Ouais. Vous allez, c'est le fameux proverbe français à la bourse, hein, gros porteur, petit malin, petit porteur, gros con. Ouais. Donc, petit porteur, Eurotunnel, c'est un super projet, oui, mais ils ne savaient pas que par un jeu d'écriture, ils allaient laisser toute la dette au petit porteur, faire faillite et récupérer l'appareil de production, à savoir le tunnel lui-même, pour le 10e du prix. C'est ça qui va se passer. Enfin, il faut être absolument clair. L'épargne va être mobilisée. Cette dette, il y aura un défaut dessus. Ils ne reverront pas leur épargne. De toute façon, les termes qui sont déjà présentés dans la presse sont très clairs. C'est pas de garantie de revenus. Non, il n'y a rien. Voilà, bloquer 5 ans. On donne l'argent. On donne l'argent. Bloquer 5 ans, pas de garantie, c'est prends ça Poutine. Bon, le crétin fini qui est prêt à mettre son chauffage à 11 degrés en disant prends ça Poutine, ou à prendre sa douche froide en disant prends ça Poutine. L'hydrocéphale chronique qui pense ça, mais il va donner son épargne. Il sera fier, parce que l'hydrocéphale chronique, il a besoin de passer pour un héros. En fait, c'est le principe de l'héroïsme de Wish. On a besoin, mais c'est comme ceux qui parlent qui brûlent des Tesla en se disant anti-nazis. Il y a des vrais nazis aujourd'hui. Bon, le problème, c'est qu'ils sont en Ukraine. Pas de bol. Non, on ne veut pas les voir. Voilà, on ne veut pas les voir, ceux-là. Mais l'anti-nazisme, c'était dangereux. Moi, je connais très bien la ville de Prague. Les insurgés de Prague, ils l'ont payé, ça. Les gens qui ont été pendus avec de la corde de piano, ils l'ont payé. C'est ça, le vrai anti-nazisme. Bon, mais le héros de Wish, il est très content d'apprendre que parce qu'il prend sa douche à 2 degrés de moins, il est soudainement anti-nazi et antifasciste. Ça lui fait un petit frisson dans le dos. Donc, psychologiquement, quelqu'un qui a ce genre de limitation intellectuelle ou psychologique ou de caractère,
mais il va lâcher son épargne sans problème. Quand il apprendra 5 ans plus tard que son épargne est perdue, il dira, c'est la vie. Les emprunts russes. C'est ça, les emprunts russes, exactement. On en revient à ça. C'est toujours se rappeler de l'histoire, parce qu'en effet, comparaison n'est pas raison. Donc, il faut toujours comprendre à partir de quand le ponton historique s'arrête. C'est très important de savoir où est-ce que l'histoire, c'est ça, c'est un ponton. C'est pas un pont, on ne traverse pas entièrement, mais ça nous amène, c'est une jetée, quoi. Ça nous amène un peu loin dans la mer, puis après, c'est l'inconnu. Et bien, là, vraiment, on voit des similitudes. Mais en même temps, des nouveaux risques, comme en effet les missiles hypersoniques, sans parler du fait que l'Europe n'a pas de chasseurs de 6e génération. Alors, est-ce que c'est important? C'est un autre débat. Oui. Mais les Américains en ont. Ils viennent d'annoncer le F-47, qui s'appellerait 47 en référence au fait que Trump est 47e président des États-Unis. Les Russes ont annoncé le MiG-41, qui est en effet sur le plan technologique remarquable. Mais maintenant, bon, par exemple, le T-14 Armata n'a servi à rien pendant la guerre d'Ukraine. Mais c'était une guerre de moyenne intensité, donc aussi les questions peuvent se poser. Quoi qu'il en soit, technologiquement, on voit bien que l'Europe est aux fraises. L'Europe a un 4,5 en termes de génération, le Rafale et le Typhoon. L'Europe n'a d'ailleurs que Rafale, Typhoon, Gripen. Bon, le Rafale, c'est le moins mauvais des trois. Le Typhoon, il est plus compétitif aujourd'hui. Le Gripen, c'est terminé. Donc, et le Rafale, c'est un 4,5. Aujourd'hui, la Russie et la Chine et les États-Unis ont tous les trois un 6e génération en état de voler. Donc là, en effet, l'écart technologique est complètement remarquable. Donc oui, je comprends qu'on ne peut pas... Ouais. On va devenir un trou noir géopolitique, quoi. Pour moi, on est en phase d'insignifiance, mais ça fait longtemps qu'on chute, hein, même avant la guerre d'Ukraine. Mais là, on s'approche du fond. Si on n'est pas capable, pour moi, de s'accrocher, là, pour le coup, aux Américains et d'essayer de changer notre positionnement en essayant d'aller vers un apaisement, au moins sur les questions de sécurité en Europe, je ne vois pas très bien ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, si c'est juste pour les ambitions politiques de certains dirigeants européens, et puis... L'Europe est quand même très fracturée quand on voit même les Allemands. Elle sera plus fracturée parce que les néo-bismarckiens se disent qu'ils peuvent faire comme pour l'Allemagne. Alors, oui, mais contre la France. Contre tout le monde. Voilà. Contre l'Italie, contre la France, contre l'Espagne, les fameux PIGS, contre la Pologne. Mais la Pologne, c'est leur arrière-cour. Ils la voient déjà comme le Mexique. La Pologne, c'est le Mexique des Allemands. Donc ça leur pose pas de problème. Mais en effet, quand on prend le cas de Bismarck, le Kulturkampf, bon, il y avait des catholiques, on se rappelle même historiquement, c'est de là que vient le mot nazi, puisque nazi c'était une insulte, c'était la blague belge, quoi. C'était les catholiques de Bavière, comme ils étaient catholiques, beaucoup s'appelaient Ignace, Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Et Ignace, l'abréviation, c'est nazi. Donc il y avait plein de blagues qui circulaient sur nazi, le concon du catholique du sud de l'Allemagne. Donc ça montre bien que le problème du Kulturkampf, qui, on le rappelle, donc, consistait à faire triompher les Prussiens et les protestants pendant l'unification de l'Allemagne. Et ça, ils se disent, si Bismarck a pu le faire avec un ennemi commun, après tout, leur calcul, c'est de se dire, l'Europe n'est pas plus compliquée à unifier que l'Allemagne en 70. Sur le plan infrastructurel. Alors, c'est faux, hein, c'est un calcul qui est faux. Ouais, je vous vois lever les yeux au ciel parce que c'est un calcul de l'ubris. C'est pas un calcul intelligent. Totalement. Mais il y en a qui se disent ça. Il y en a qui se disent, puis surtout, il y a le côté hubris à fond, c'est-à-dire, dans les livres d'histoire, qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Bismarck, c'est quand même pas n'importe qui. Si je pouvais être le nouveau Bismarck, ça aurait de la gueule. À l'échelle européenne. À l'échelle européenne. Le nouveau, parce que Bismarck, au fond, c'était le Saint-Empire romain germanique, fondamentalement. Donc, si je pouvais refonder le Saint-Empire romain germanique, même si ça pas, parce qu'après tout, Charles Quint, c'est lui qui disait je parle italien aux femmes, français aux soldats et allemand à mon cheval. Donc lui déjà parlait plusieurs langues. Et d'ailleurs, l'espagnol n'était pas sa langue natale. Donc il y en a qui se disent on peut faire comme Charles Quint. Le problème, c'est qu'entre Charles Quint et maintenant, il y a eu un éveil politique. Ce que Brzezinski signale dans le Grand Échiquier. Pour la première fois, la totalité de l'humanité est éveillée politiquement. Alors, certes, quand on voit les gens qui sont prêts à prendre leur douche plus froide en disant « prends ça Poutine », on peut se poser la question. N'empêche que le Pégus standard de l'Empire des Habsbourg était moins véhément et surtout moins nationaliste qu'aujourd'hui n'importe quel Portugais, Espagnol, Italien ou Français. Donc oui, moi personnellement, j'y crois pas. Mais ce que je crois n'est pas important, même si vous m'invitez. On est à une époque du make-believe. Les leaders se disent, et on en revient à Leni Riefenstahl, la force de la volonté. Hein, c'est totalement nazi comme attitude. Hein. C'est changer le monde par sa pure volonté, c'est ce que Goebbels... c'est changer le réel par les mots, quoi. En répétant les mots et faire que le réel change par les mots. C'est exactement ça. Et
Aujourd'hui, en Allemagne, on a des gens comme ça. Donc, vous En souliez, France aussi. et en France aussi, mais qui sont inféodés. C'est genre, si demain, on sait bien que le leadership viendra certainement pas de Paris, quoi. Si les Américains se retirent, avant, c'était bien sûr les Américains qui dirigeaient tout. S'ils se retirent, ça ne viendra pas de Paris. Mais donc, vous disiez, l'Allemagne ne veut pas de dette commune. Pas de problème, parce que entuber les peuples, voler l'épargne des peuples, ça ne posera pas de souci. Les gens auront juste perdu leur argent, et c'est tout. Et ils le perdent déjà sans s'en rendre compte, avec l'inflation, avec bien sûr la baisse du pouvoir d'achat qui est donc l'inflation, mais d'une façon générale avec la baisse des revenus, etc. Donc ils perdent déjà leur argent sans s'en rendre compte. Si les Parisiens, par exemple, se rendaient compte à quel point la progression de leur pouvoir d'achat a été stagnante dans les 20 dernières années, il y aura une révolution, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc un feu doux qui confisquera l'épargne de ses enfants sur 20 ans, 15-20 ans, à mon avis, ça passera comme une lettre à la poste. Et l'Allemagne n'aura plus le problème d'une dette commune. Elle aura plus à et de toute façon, elle n'aura plus à supporter la dette grecque, elle ne l'a jamais supportée pour commencer, mais elle n'aura pas le risque de supporter la dette grecque ou autre, parce qu'elle se retrouvera à contrôler directement ou indirectement les grands actifs. Hein, bon, le port du comme Pirée, elle a contrôlé l'euro en abandonnant son marque. L'euro est un Deutschmark. Bon, voilà. L'euro est un Deutschmark imposé à tout le monde. Alors, le port du Pirée, j'en avais parlé, c'était la Chine, mais l'Allemagne peut récupérer les actifs de tout le monde. Et je pense qu'elle s'en réjouit d'avance. Donc c'est pour ça qu'Ursula von der Leyen pousse à nous. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on ne fait que reprendre les éléments de langage d'Ursula von der Leyen. Avant, on reprenait les éléments de langage de l'administration Biden, ou au Biden, hein, comme disaient les mauvaises langues, parce qu'on voit bien que c'était Obama derrière. Et maintenant, on reprend les éléments de langage de Ursula von der Leyen, qui eux-mêmes peut-être venaient de McKinsey, je ne sais pas, le fameux « la balle est dans son camp ». Voilà, c'est un terme très rigolo, mais qui a été repris par tout le monde, on l'a vu. Pourquoi c'est quoi la balle est dans son camp ? Ah, vous n'avez pas vu ça alors? Non. Quand il y a eu les premiers pour parler de paix, toutes les chancelleries européennes. Ah oui, disent tous la même chose. Ah, bien sûr, non, mais ça, on envoie c'est bien connu, on envoie des éléments de narratif. Du temps de Chirac, ça n'aurait pas eu lieu. Ah non, mais. Oui, mine de rien, il y a une déperdition. Oui, on est assez vieux pour connaître ce temps. Voilà, peut-être en effet, les nouvelles générations le verront au loin comme un phénomène de musée, mais bon, nous, on a connu une époque où Paris ne disait pas forcément la même chose que Londres, etc. Non, mais on l'a vu sur la Unprovoked War Aggression. On le voit chaque fois qu'il y avait des paquets de sanctions et que tous les 6 mois, les délégations américaines faisaient le tour pour s'assurer que ça serait bien renouvelé. Pour revenir sur le Unprovoked, la CEDH a formellement reconnu la responsabilité ukrainienne dans le massacre d'Odessa. Hein. Et pourtant, la CEDH n'est pas pro-russe. Hein. Donc, on voit que ça aussi est en train de changer. Donc voilà, sur l'Europe, je pense que la question de la dette, vous leviez ça comme pierre d'achoppement. Je ne pense pas que ce soit du tout une pierre d'achoppement parce que voler l'épargnant, ça pose aucun problème. En effet, se retrouver à devoir gérer la dette grecque, ça pose un problème. Mais voler l'épargnant grec, l'épargnant italien, les fonds de pension, trouver l'argent où il sera, quoi, hein. On ira taper dans les retraites des Italiens, dans les retraites des Grecs, dans les retraites des Français, bien sûr, et on ira taper dans toute l'épargne de ces peuples-là pour réindustrialiser l'Allemagne et faire en sorte que l'Allemagne domine l'Europe. Il y a des gens qui rêvent de faire ça. Et pour l'instant, je ne les vois pas échouer, parce que la seule façon pour eux d'échouer, ce serait que des patriotes ou des souverainistes prennent le pouvoir. Et pour l'instant, les médias sont complètement verrouillés. Donc, et on le voit d'ailleurs, les souverainistes se font attaquer, ce qui renvoie à votre excellente introduction. Dès qu'on est souverainiste, et je suis souverainiste, on est accusé de tous les maux, poutinolatrie, que sais-je, etc. Donc pour l'instant, et on le voit avec Călin Georgescu en Roumanie, donc soit les souverainistes gagnent, par exemple, certains disent que McGregor pourrait gagner en Irlande. Bon, moi, je trouve ça étonnant, mais pourquoi pas. Donc McGregor, champion de MMA, qui se présente, qui veut se présenter aux élections. À peine commençait-il à se présenter qu'il subissait des accusations de viol, un peu comme Juan Branco, etc. Bon, Juan Branco, on sait que ces accusations sont complètement bidons, mais bon, c'est une autre histoire. Et bon, on voit que c'est pas évident pour un parti souverainiste d'émerger, parce que les médias sont contrôlés. Donc la seule chose qui pourrait empêcher ça, ce serait en effet le journalisme citoyen, ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train de réaliser un travail de journalisme citoyen là, maintenant, tout de suite. Et ce journalisme citoyen peut éveiller une fraction suffisante de la population pour qu'elle décide de faire confiance aux souverainistes et qu'elle se rende compte que ce projet de nouvel empire romain germanique néo-bismarckien
parce qu'après tout, Bismarck, c'était quand même le deuxième Reich, hein, c'est pas un hasard, hein. C'était techniquement, est-ce que ce c'est serait la fin de la France, là. De la Là, France c'est et des terminé. peuples européens. Et il faut rappeler juste un élément de contexte là-dessus, parce qu'il y a le fameux proverbe chinois, l'empire longtemps divisé sera réunifié, l'empire longtemps unifié sera divisé. Je crois que c'est l'incipit des royaumes combattants. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la langue chinoise était tellement complexifiée, le mandarin, qu'elle pouvait très difficilement muter, être appropriée. C'était le but. Le mandarin était de rester, complexifié pour centraliser l'empire. Mais le latin est une langue mutable. Et évidemment, les gens qui pensent ça en Allemagne, qui se disent on va pouvoir réunifier l'empire, mais qui se posent la question, est-ce que l'Amérique latine est unifiée? Pourtant, elle a la même langue, à part portugais et espagnol. Et de toute façon, toute l'ère hispanophone aurait pu être unifiée aussi. Elle ne l'a pas été. Le Venezuela fait la guerre à la Colombie, qui ne fait pas confiance au Pérou, qui ne fait pas confiance au Chili, qui ne fait pas confiance à l'Argentine. C'est même pour ça d'ailleurs que Thatcher avait reçu Pinochet et qu'il avait aidé pendant la guerre des Malouines. Mais moi, je pense que c'est même plus grave, c'est que le fantasme de l'unification européenne via la dilution des peuples et des nations européens n'est même pas un fantasme de puissance. C'est ce qu'on nous vend, l'idée de la puissance collective. Enfin, derrière, il y a quand même l'idée d'une masse diluée, assez informe et donc assez contrôlable, mais pas forcément par une puissance dominante européenne. Ça peut être les États-Unis, ça peut être d'autres. Ils se disent vraiment, c'est le make-believe. Ils se disent, si j'y crois suffisamment, la force de la volonté, je peux dissoudre un lusophone. La péninsule ibérique n'est même pas unifiée. Je peux dissoudre un lusophone, un hispanophone dans une seule culture. Tout est possible, parce que ce sont des gens qui vivent tellement déconnectés. Il suffit de voir par exemple le Forum économique mondial. Les gens lançaient des idées comme ça, puis on a un Klaus Schwab qui dit « We penetrate the cabinet », donc il est très fier du fait qu'en effet, Trudeau est un ami à lui, etc., même un élève. Donc ils se disent « on claque dans nos doigts et c'est bon ». Et le réel va frapper à la porte. En effet, comme disait Lacan, le réel c'est là où on se cogne. Donc là, il va y avoir un choc. Et là où on se cogne, ça va faire très mal. Ça va faire mal au peuple, pas aux élites. Ah oui, au peuple. Donc ils ne veulent pas voir que même l'Amérique latine n'est pas unifiée, alors qu'elle a la même langue au départ, bon, encore une fois portugais, espagnol, avec le Brésil, mais c'est du latin, quoi. C'est deux langues latines. L'Empire romain est le seul qui ait jamais unifié la Méditerranée, et ça n'arrivera plus. Aucune puissance n'a pu unifier la Méditerranée. La langue latine est mutable, elle a donné le roumain, elle a donné le portugais, l'espagnol, le français. Et cette mutabilité a fait que c'était irréversible, contrairement au mandarin, où l'empire existe encore. Il s'appelle la République populaire de Chine. Donc ils veulent faire ça, mais là on a un retour de l'histoire. Enfin, il faudrait, quand même pas une génération, tout le monde, ou 90% des peuples européens soient trilingues. C'est ça qu'il faudrait. En fait, c'est même technologiquement possible, mais ils n'ont pas du tout investi là-dedans. Ensuite, il suffit de regarder le nombre de kilomètres de voies ferrées à haute vitesse, à grande vitesse, qui ont été posés par les Chinois. Alors, entre 2007 et maintenant, mais c'est une métastase le truc, il suffit de regarder la carte, c'est très impressionnant de voir ce que les Chinois... Bon, nous, on n'a pas fait ça. Non. Encore une fois, j'aime beaucoup la ville de Prague. Un Paris-Prague, pour un Chinois, ça serait normal en train. C'est comme ça, tout seul. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, c'est 12 heures de train. Donc, pour avoir un empire européen unifié, il faut 90% de la population qui parle 3 langues, de façon prolongée. Ce n'est pas dès qu'ils parlent 3 langues, ça marche. Il faut avoir vécu une réalité d'au moins 2 décennies où 90% de la population parle 3 langues. Bouge énormément. Dans les études, Erasmus, c'est un épiphénomène, c'est tout petit, c'est ridicule. Enfin, dans un campus français, on demande qui a fait Erasmus, vous verrez, c'est bon. C'est vraiment pas majoritaire. Mais il faudrait faire ça x10, et il faudrait avoir aussi banque, etc., enfin que tout soit intégré européen. Par exemple, tant qu'une banque française ne prête pas pour acheter en Italie, donc c'est pas normal. Une banque de New York, elle prête pour acheter en Californie, c'est la base. Tant qu'une banque française ne prête pas pour acheter en République tchèque, ça ne marchera pas. Donc il faudrait, moi je veux bien partir dans leur délire, essayer de faire une Europe fédérale, mais il faudrait 20 ans d'une situation qu'on n'aura que dans 20 ans. Qu'on n'aurait que dans 20 ans. Si on travaillait très dur, dans 20 ans, on aurait atteint une Europe où tout le monde est trilingue, où on a énormément de voies de chemin de fer, ce qui serait d'ailleurs bien plus intelligent, parce qu'il faut rappeler quand même que quand on s'endette, c'est pour acheter du revenu. Les canons ne rapportent rien. Les canons servent, ça crée de l'activité, mais une fois qu'un État a dans son inventaire des canons, chaque canon ne lui rapporte pas des millions tous les ans. Non.
Alors que quand l'État a dans son inventaire des ponts, des barrages, des centrales nucléaires, des data centers, de l'IA, ça rapporte tous les ans. C'est clairement là-dedans qu'il faudrait mettre ce grand emprunt. Et là, le pire, c'est que les gens le reverraient, leur argent, parce que ça rapporterait du revenu. Si clairement la France remettait ses barrages en route, si clairement la France remettait ses centrales nucléaires que les Allemands ont détruites politiquement en route, eh bien oui, là, les épargnants gagneraient, reverraient leur argent. Mais en mettant leur argent dans l'innovation de Rheinmetall, ils vont rien voir. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'ils ne sont pas propriétaires de l'action Rheinmetall, qui, elle, va monter. Mais leur argent, ce ne sera pas l'action Rheinmetall. Donc c'est un des pires contrats jamais réalisés. Mais bon, encore une fois, le petit épargnant ne verra pas ça. Il aura juste ses yeux pour pleurer. Mais comme ça sera en effet lent, ça sera température lente. Perlé. Voilà, Tout cuisson, est perlé. Exactement, la grenouille dans la casserole. Il se rendra compte 20 ans plus tard qu'il a perdu de l'argent à peine, et puis ce sera déjà trop tard, il sera à la retraite ou mort. Donc ce serait faisable, mais ça nécessite 40 ans. Il faut 20 ans pour Il faut créer un peuple européen. Voilà, il faut créer un peuple européen, tout simplement. Et pour le créer, il faut qu'il soit trilingue, il faut qu'il ait des grands projets dont il soit collectivement fier. Et les voies de chemin de fer, c'est parfait pour ça. C'est ce qui avait marché avec les États-Unis d'Amérique d'ailleurs. Il faut se rappeler que le Texas était indépendant. Mais un succès de voie de chemin de fer, par exemple, ou d'infrastructure, c'est comme ça connecte deux pays. Les deux pays sont fiers en même temps. C'était le cas d'Eurotunnel à l'époque. Donc, c'est ça qu'il fallait faire. Mais bon, les Chinois le font, nous, on ne le fait pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là avec la paix en Ukraine, ou la guerre en Ukraine? Et que font faire les Américains, selon vous? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je ne sais plus qui a dit, on savait très bien comment ça finirait. La gloire pour les Ukrainiens, les ressources pour les Américains et la dette pour les Européens. Donc c'est littéralement ce qui est en train de se passer. La gloire pour les Ukrainiens, si on peut appeler ça gloire. Enfin, c'est pas une gloire là, en l'espèce. Peut-être qu'ils l'ont eu. C'est une capitulation en marche. Ça a été le quart d'heure warolien. Ils ont eu une gloire, mais une gloire télévisuelle. Oui, c'est ça. C'est pas une gloire militaire, parce que militaire, ça pouvait pas. En fait. Non, et cette gloire télévisuelle, elle a existé. Gens qui croient, enfin, il suffit de voir les Yakovlev, les Goya qui disaient mais oui, elle peut gagner la guerre, tout à fait. Ah, j'ai vu une déclaration du général Yakovlev, une seule en 3 ans, intelligente. Alors, intelligente. Il était malade, comment ça se passe? Je ne sais pas. Il a parlé de la guerre des Balkans, de la guerre contre la Serbie et du Kosovo, et de la manière dont l'OTAN s'était affranchi de tout et avait finalement entraîné les uns et les autres dans une opération hors mandat, hors saisine. Enfin, il a dit des choses vraies pour une fois. Avec 40 ans de retard. Avec 30, bien sûr. Et puis ça ne porte... ça n'engage à rien de dire les choses 35 ans Mais enfin, plus tard, tout de même, je voulais le noter ici. Oui, d'accord. Mais bon, ce qu'il a montré, c'est que... Il aurait peut-être bien fait un bon professeur d'histoire à Sciences Po, mais que comme général maintenant, c'était pas gagné. Non. Donc, l'Ukraine a perdu le Donbass, ça c'est fait, on ne revient pas là-dessus. L'Ukraine a perdu plus d'1 million d'habitants minimum, enfin au total 8, puisqu'il y a les expatriés qui ne reviendront pas. Donc l'Ukraine a perdu sa jeunesse, a perdu ses ressources, a perdu ses infrastructures, qui étaient source de revenus. Elle est en lévitation aujourd'hui elle était en lévitation par l'argent américain. Mais ses centrales sont détruites, ses ponts sont détruits, ses infrastructures électriques en général sont détruites, et télécom, pas que. Et son blé ne lui appartient plus. Son blé ne lui appartient plus, ses terres rares ne lui appartiennent plus, son titane ne lui appartient plus, son uranium ne lui appartient plus. Donc elle s'est faite ratiboiser. Sans parler du fait qu'avant, j'ai vécu en Ukraine, j'ai vécu 14 mois à Kiev avant la guerre bien sûr. Et j'étais pote avec un oligarque totalement anti-Poutine, totalement pro-Pravi Sector, alors qu'il était de confession juive. J'arrêtais pas de lui demander, on mangeait souvent ensemble. Je disais, mais comment tu fais pour être pote avec ces mecs-là? Tu sais, dans leur charte. Et alors? Il me disait, mais non, c'est du folklore. Je disais, non, c'est pas du folklore, ils ont des croix gammées. Du folklore? Non, mais c'était du make-believe là aussi. C'était du wishful thinking. On a envie de se dire que les mecs sont pas si nazis que ça. Si tant est qu'il y ait 50 nuances de nazisme. Mais il avait envie de se le dire, le pauvre. Il est mort maintenant, d'un drapeau porte. Il est mort à Washington. Et défenestré, on ne sait pas si c'est un suicide ou pas. Mais, celui qui vient de se faire assassiner aujourd'hui, c'est celui qui était responsable de... Dans la rue, là. Dans la rue de l'attaque de la maison des syndicats où avait brûlé vif et ce qui est frappant, c'est qu'on voit que personne ne bouge. Ah non. Il y a une dame qui passe à côté, elle ne se retourne même pas. Le type vient de se faire tuer sous elle ne se retourne même pas. Elle avance, elle vit sa vie. Et bon, c'est ces mecs-là qui n'auraient jamais pu prendre le pouvoir en Ukraine sans la CIA, bien sûr.
qui ne vont pas être regrettés. Hein. Les Ukrainiens en ont marre d'eux. Il faut être très clair. Et les Ukrainiens savent que ce sont eux qu'on fait tirer dans la foule à Euromaïdan. Hein. Ça y est, c'est complètement acté, ça aussi, comme pour la maison des syndicats. C'est Mariupol ou Melitopol, je confonds toujours. La maison des syndicats, non, c'était à Odessa. Ah, c'était celle-là, oui. Dans ces théâtres à Odessa. Je confonds. Il y a eu deux massacres. Il y a eu celui d'Odessa et un autre. Alors je confonds. Celui d'Odessa est reconnu par la CEDH comme étant sous la responsabilité de Kiev. Et il y en a un autre aussi qui a été reconnu comme étant lié, alors je ne sais plus laquelle c'est exactement. Mais quoi qu'il en soit, ils ne seront pas regrettés pour cette raison, parce que même les Ukrainiens se rendent compte. Puis ils se rendent d'autant plus compte que les enfants de Zelensky ne vont pas à la guerre. Faut arrêter. Et même Zelensky, il y a des interviews qui ressortent où il dit, il rigole. Enfin, il a reçu son ordre à servir sous les drapeaux avant d'être président, quand il est candidat. Il reçoit son ordre de servir et il rigole. Sauf que moi, jamais je vais faire ça. Donc voilà, cette vidéo est ressortie. C'est à l'époque où il était bien rasé, parce qu'il n'était pas encore présenté comme chef de guerre. Donc de la même façon qu'aujourd'hui, en Israël, et on en reparlera peut-être, il y a des manifestations monstres contre Netanyahou, pas seulement, mais souvent ça lui est reproché que son fils est à Miami, tranquillement à Boca Raton, en train de siroter des moritos pendant que lui mène une guerre et mobilise ses réservistes. Pour Zelensky, c'est la même chose. Donc, on va se retrouver avec une Ukraine amputée, on le savait dès le début. Oui, c'est ce qu'on disait tous les deux dans un direct sur ma chaîne. J'avais dit il y a 3 ans, la Russie ne peut gagner qu'un peu, beaucoup, passionnément. Bon là, elle est entre un peu et beaucoup. Voilà, on est entre un peu et beaucoup en termes de gains. Pas passionnément, parce que passionnément, c'est Odessa, Kharkov, voilà, c'est jusqu'au Dniepr. Mais beaucoup, on est quelque part entre le un peu et le beaucoup, là, surtout que les Russes sont en train de prendre Pokrovsk. Et bien sûr, la dernière fois que vous êtes passé sur ma chaîne, c'était pour parler de l'offensive de Koursk. Alors, fallait voir comment les médias disaient ça. Oh là là, la BBC avait titré « Avec cette offensive, les Ukrainiens vont forcer les Russes à négocier ». Bien sûr. En fait, ils ont unifié la Russie, qui était encore plus outrée de se prendre une opération sur son territoire. Il y a encore 2 hameaux, là. Oui, c'est ça. Mais là, même d'après deepstatemap.live, donc deepstatemap.live qui est totalement pro-ukrainien, c'est 80 mètres carrés. Alors c'est moins que la surface, c'est moins que la superficie de Paris, 80 km². 80 km². Donc et 70 000 morts ukrainiens. Au minimum. Donc on a notre confrère de History Legends qui est en train de préparer une vidéo sur le nombre de morts exact. Lui, il estime ça plutôt à 85 déjà. Donc 85 morts pour rien. Ça nous fait une vingtaine de brigades, plus de 20 brigades, 25 brigades anéanties, sachant que la France n'a pas 25 brigades. En ordre de bataille. Donc 25 brigades pour avoir tenu le sommet de leur gloire, ça a été de tenir l'équivalent de 1/7 de la superficie du Loiret. Et ils ont sacrifié 25 brigades pour ça. Et nous, nos médias disaient « mais quel génie, c'est merveilleux ce qu'ils sont en train de faire ». Donc voilà, quand on fait ce genre de conneries, on le paye cash, parce que l'histoire, elle s'en fout de ce que disent les médias, en fait. Il faut quand même se rappeler de ça. L'histoire, elle regarde le rapport de force sur le champ de bataille, et ce qu'a dit LCI ou ce qu'a dit BFM TV, ça l'importe très peu. Et là, aujourd'hui, l'Ukraine est en train d'en payer les conséquences. Et les États-Unis sont en train de faire un accord beaucoup plus large, à mon avis, avec la Russie, qui touche aussi le Moyen-Orient, à mon avis. Oui, mais c'est certain. Voilà. Et c'est ça dont je voudrais qu'on parle un peu maintenant. Ça fera la transition. Voilà. Parce que clairement, là, sur la question ukrainienne, il y a vraiment une dynamique américaine qui va vers les Russes, qui va vers le fait de trouver un accord sérieux, un accord sur le fond, un accord lucide, un accord pragmatique à partir du réel, même s'ils mettent du temps quand même à se rendre compte de la dureté du réel, les Américains, mais enfin bon, ils y arrivent. Quand on écoute l'interview de Carlson qui a interviewé Steve Witkoff. La nouvelle administration s'en rend compte, parce qu'il suffit de voir Marco Rubio, qui était quand même un néocons au dernier degré. Et Marco Rubio, là, il est complètement clair avec la situation. Voilà. Donc, on peut espérer que ça va donner quelque chose avec ou contre les Européens, et puis à charge pour nous peut-être d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Mais, à votre avis, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient dans le cadre général de cette convergence, moi que je vois quand même... russo-américaine sur le thème, il va falloir s'entendre, moi j'ai des intérêts à certains endroits, toi tu en as à d'autres, voilà, il faut qu'on deal tout ça, y compris économiquement, y compris énergétiquement. Ce qui est en train de se passer, c'est le fantôme de Nixon. En fait, c'est Nixon qui fait l'amour à Andrew Jackson, c'est ça la situation, parce que comme ça les gens vont s'en rappeler. Donc, je rappelle qu'Andrew Jackson est le modèle de Donald Trump, il a son portrait dans le bureau ovale, c'est pour ça qu'il veut remettre les tarifs douaniers, c'est pour ça qu'il veut abolir l'impôt sur le revenu.
c'est la politique de Donald Trump et jacksonienne. Et Andrew Jackson, la différence avec Nixon, c'est que Nixon avait rapproché les États-Unis de la Chine. Andrew Jackson aurait rapproché les États-Unis de la Russie. Et en fait, aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus avoir une politique nixonienne, c'est pas possible. Non. Donc la différence, c'est que Nixon a volé la Chine à la Russie à l'époque, et que maintenant, c'est Jackson cross Trump qui va voler la Russie à la Chine. C'est la grande différence. Son rêve, c'est de... Parce qu'en fait, il y a un côté aussi, comme chez Andrew Jackson, qui était un fan de Napoléon. Il faut se rappeler que quand Napoléon a vu le tsar à la conférence de l'entrevue de Tilsit, comment on dit, le sommet de Tilsit, à Tilsit, sur le Niémen, c'est ça, hein, donc sur le radeau, sur le Niémen, il avait dit, regardez, le tsar de toutes les Russies dans toute sa splendeur. Et bien sûr, Caulaincourt, il avait dit, quand on est vaincu, on a le choix de se couvrir de cendres ou de fanfreluches. Il a choisi les fanfreluches. Mais Napoléon ne le voyait pas comme ça. Parce que Napoléon, il ne faut jamais l'oublier, en fait, était très orientaliste. Il a demandé, on l'a encore à l'école de guerre à côté, il avait demandé la permission de servir la Sublime Porte. Il avait demandé sa permission de devenir général pour l'Empire ottoman. Et elle y avait été acceptée. Et on l'a encore dans les archives de l'armée aux Invalides, on a la demande signée par les autorités du Directoire pour que Napoléon soit général à Constantinople. Il a voulu même se faire une satrapie à Jaffa. Il a échoué grâce à Sir Sidney Smith, qui était son pire ennemi. À l'époque, il dira, c'est celui qui m'a fait rater ma destinée, Sir Sidney Smith, amiral britannique, qui l'a vaincu à Saint-Jean d'Acre et qui est enterré à Rhodes. Et donc, il aurait aimé se faire son petit truc oriental, ce qui fait qu'il avait une admiration majeure pour la Russie. Jackson aussi, Trump aussi. Trump se dit quand même, si j'arrivais à créer une alliance russo-américaine, ça aurait de la gueule. Avec leurs ressources. Et s'il fallait pour ça laisser l'Union européenne à la Russie, Trump serait ravi. Plutôt que d'avoir l'Allemagne comme maître, il serait ravi d'avoir Moscou comme puissance en Europe. Avant, c'était Berlin. Pour les Américains, c'était Berlin. Si c'était Moscou, Trump... Oui, puis c'est l'une des deux puissances majeures de l'Eurasie, malgré tout. Donc ça l'intéresse de toute manière. Et là, évidemment, il faut être clair que Von der Leyen et Macron, ça les intéresse moyen. Donc aujourd'hui, Trump voit toutes les ressources russes, bien sûr, est très content de pouvoir les coopter, et ça donne même des trucs symboliques. Par exemple, ça donne Poutine qui appelle Musk pour l'aider à aller sur Mars. Alors là, que de chemin parcouru, parce que Musk, j'ai un ami qui l'a interviewé, Guillaume Gralet du Point, et Musk est extrêmement protégé. Quand on l'interviewe, quand il était venu à la concession Tesla à Chambourcy, à Paris, c'était comme le maxi-procès à Palerme. Il y avait les miroirs et tout pour vérifier les bombes, etc. Il n'a pas tort. Et ce qu'on disait à l'époque, c'est pas comme les démocrates aujourd'hui, mais à l'époque, ce qu'on disait, c'était que le premier suspect pour un meurtre de Musk aurait été les Russes. Parce qu'il a détruit le programme Soyouz. Il n'a pas fait exprès, mais il a dégommé le programme Soyouz, qui avait un monopole depuis les années 80 sur le ravitaillement des stations spatiales internationales. De l'ISS, c'est vrai. Mir et puis ISS. Et voilà, il avait ce monopole-là, et c'était lucratif, et puis c'était prestigieux pour les Russes. Et en une décennie, SpaceX a rendu Soyouz obsolète. Et donc, le pire, c'est que Musk était allé voir les Russes au départ pour se procurer des fusées au tout début. Et il n'avait pas pris au sérieux, évidemment. Il voyait arriver un jeune branleur de la Silicon Valley qui était là, qui disait « Bonjour, je veux des missiles balistiques intercontinentaux. » Vous imaginez la réponse des Russes ? « Ah oui, bon, d'accord. Bouge pas surtout, on va t'amener 2 mecs en inter, voilà. Et puis tu vas tout leur raconter, mais voilà. » Donc, mais maintenant, donc les Russes avaient des raisons de lui en vouloir, et maintenant les Russes l'appellent. Alors que, c'est quand même un truc de fou. Il est appelé par Poutine alors que c'est lui qui fournit les Starlink à l'Ukraine. Tous les jours, il y a des soldats russes qui meurent à cause de Musk. Et Poutine dit, tu vas être notre partenaire pour aller sur Mars. Et Poutine a nommé d'ailleurs une sorte de Musk, j'ai oublié son nom, mais Musk russe, grand, beau gosse, vraiment, c'est le playboy milliardaire, enfin il n'est pas milliardaire, mais multimillionnaire, pour redresser le programme spatial russe. Et c'est une manière aussi de tendre la main à Trump, ça. Bien sûr. Bien sûr. Une façon de montrer une très bonne volonté, entre guillemets. Une bonne volonté, exactement. Ouais. Et ça, c'est marquant. Alors après, il y a aussi, bien sûr, les négociations avec l'Iran. On ne sait toujours pas, en effet, si l'Iran a réussi à développer des armes de destruction massive ou pas. En tout cas, il semble absolument évident qu'il cherche à le faire.
Et ils ont des défenses aériennes qui sont les meilleures de la région, devant les israéliennes. Ils ont un programme balistique, surtout incroyable. Hypersonique, avec les missiles Fatah 1 et Fatah 2. Bon. Et puis les Houthis, bien sûr. Alors le problème des Houthis, c'est qu'on a atteint la limite, parce que c'est un peu de la chimie, quoi. Après, on a les transitions de phase. Et là, on a une transition de phase majeure, c'est que ça commence à beaucoup plus faire chier la Chine qu'Israël. Ça, c'est le vrai problème. C'est que quand on intensifie avec les Houthis dans le golfe d'Aden, tôt ou tard, même c'est vraiment des stats. C'est-à-dire que même si les Houthis n'embarrassent qu'un navire chinois sur 5, mais il y a bien plus que 5 fois plus de navires chinois que de navires israéliens. Ouais. Donc, oui, en proportion, c'est trop. Donc, dans tous les cas, même si c'est que 1 sur 5 ou 1 sur 100, j'en sais rien, ou 1 sur 10, à un moment, la Chine va perdre plus d'argent par la présence des Houthis dans le golfe d'Aden que Israël. Et donc à ce moment-là, la Chine va faire comprendre à l'Iran que même si elle est pour la solution à 2 États et tout, il n'y a pas de problème. Mais elle va lui faire comprendre que ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui, hein, d'autant que l'Iran a perdu le Hezbollah, etc. Donc, et on voit qu'Israël pousse quand même toujours son idée de conduire les États-Unis d'une manière ou d'une autre à taper ou à les aider à taper l'Iran. L'Iran, oui. Ça, c'est... Pourquoi ? Parce que Netanyahou, bien sûr, et c'est ce que Jeffrey Sachs lui reproche. Donc Jeffrey Sachs qui a quand même dit dans une entrevue, alors certes filmée en secret, mais bon, il a dit c'est un sacrifice de paix. Et c'est le conseiller de Trump, hein. Et il est juif, donc il est très écouté aussi par les expats israéliens aux États-Unis. Et Jeffrey Sachs donc a dit voilà, bon, Netanyahou nous a fait faire toutes les guerres qu'il voulait. Ouais. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Netanyahou est un sioniste révisionniste, pas un sioniste travailliste ou toutes les autres nuances de sionisme qui existent, et que pour les révisionnistes, clairement, il faut étendre les frontières. Et que le sionisme révisionniste n'est pas du tout majoritaire en Israël. Par contre, Netanyahou a fait un travail acharné pour l'augmenter en popularité, ce qu'il est parvenu à faire. Il a dû, pendant ces 3 ou 4 mandats, il a dû peut-être multiplier par 3 ou 4 le nombre de sionistes révisionnistes en Israël, ou bien qui sont favorables au sionisme révisionniste sans forcément le déclarer ou le comprendre, mais qui sont favorables à des frontières plus larges, etc. Et donc on rappelle que le sionisme révisionniste, c'est Jabotinsky, dont le père de Netanyahou était son secrétaire particulier, et qui au départ dit révisionniste parce que l'idée est de réviser les frontières d'Israël au-delà du Jourdain, notamment la célèbre chanson « Le Jourdain a 2 rives », sous-entendu les 2 rives appartiennent à Israël. L'obstacle étant bien sûr que la Jordanie est un allié des États-Unis, donc pour l'instant les révisionnistes se sont plutôt intéressés au mont Hermon, qui est stratégique pour Israël certes, à Gaza, à la Cisjordanie, etc. Et donc pour ça, il avait besoin bien sûr que l'on fît des guerres un peu partout. Irak... Ça a très bien marché. Ça a très bien marché, mais le problème, c'est que c'était un winner takes all, c'est-à-dire qu'il fallait aller jusqu'au bout. C'est exactement comme l'opération Market Garden avec Montgomery. Montgomery, donc on se rappelle, l'opération Market Garden, c'était pour les Alliés pensaient pouvoir terminer la guerre en 1944, à Noël, avant la bataille des Ardennes. Et pour ça, ils avaient un plan ambitieux avec Montgomery, qui consistait à prendre les ponts sur le Rhin en Hollande. Donc ça, c'était la partie market de l'opération. Des parachutistes arrivaient et récupéraient les ponts. Et ensuite, la partie Garden de l'opération, c'était les tanks qui devaient traverser les ponts. Et le problème de ce genre d'opération, c'est que si on rate le dernier pont, le fameux un pont trop loin, le pont d'Arnhem, eh ben, toute l'opération est perdue. Pour comprendre le concept, c'est très simple, hein. Si vous voulez charger votre téléphone et que vous mettez le chargeur à 2 cm de la prise, ça ne change rien. Vous auriez pu le mettre à l'autre bout de la pièce, le téléphone ne sera pas chargé. Ben là, c'est la même chose. Si vous ratez le dernier pont, l'opération foire. C'est pour ça que Montgomery avait dit oui, l'opération Market Garden est à 89% un succès, alors qu'en fait non, si j'ai mis mon chargeur à 2 cm de la prise, mon téléphone, il n'est pas chargé à 89%. Et bien, ce qui s'est passé avec Netanyahou, c'est un pont trop loin. Et le pont trop loin, c'était l'Iran. Le pont trop loin, c'était ça. Parce qu'il a fait gagner l'Iran, en fait. Et c'est ce que son opposition lui reproche. Même les géostratèges les plus faucons en Israël, ils disent « Mais t'as vu les conséquences de tes conneries ? Les Houthis, ils seraient là s'il n'y avait pas eu les interventions américaines. Les chiites en Irak, ils seraient là s'il n'y avait pas eu l'intervention américaine. Le Hezbollah, bon certes, ça y est, le Hezbollah n'est plus une puissance. Mais quand même, l'Iran, enfin le vide géopolitique laissé par l'abattage de l'Irak, l'affaiblissement de l'Afghanistan et l'affaiblissement du Yémen, et aussi même l'affaiblissement de la Syrie à l'époque, bon, même si maintenant, ça y est, Netanyahou est parvenu quand même à inverser la vapeur, mais la plupart des actions américaines dans la région ont profité à l'Iran. Absolument. En réalité. Et ça, tous les géopolitologues israéliens, pas que les expatriés israéliens qui vivent en Israël, le voient. Et Netanyahou leur vend, attends, juste une dernière, si on arrive à faire l'Iran, alors là on gagne, c'est vrai. Si c'est le dernier pont. C'est le dernier pont. Donc en fait, c'est le Market Garden de Netanyahou. C'est le pont d'Arnhem.
Et moi, je pense qu'il ne va jamais réussir à le prendre. Et puis, il n'y a pas que moi qui le pense, il y a tout un tas d'Israéliens qui le pensent aussi. Et qui disent qu'il faut arrêter les conneries parce que ça a coûté suffisamment cher, tout ça. Mais Netanyahou, il ne faut jamais oublier qu'il y a la dimension messianique chez lui. C'est ça aussi le truc qui fait que les gens ne comprennent pas comment il peut s'entêter à ce point. Il faut savoir que le Rébé, par exemple, qui est un grand saint israélien, il est décédé maintenant, Menachem Schneerson, je ne sais pas si c'est Menachem, j'ai oublié son nom, mais Schneerson, qui est en effet un mec remarquable, un pilier de la communauté, etc., aurait, on n'a pas tout à fait les preuves, c'est les témoins qui disent ça, aurait prophétisé, puis ça s'interprète une prophétie, aurait prophétisé, les gens qui y croient, ils y croient, aurait prophétisé que Netanyahou serait le dernier Premier ministre avant le Mashiach. Et alors ça, il y a des gens qui le prennent au sérieux et qui se disent « Bibi doit rester au pouvoir pour cette raison ». Et encore une fois, les preuves de cette prophétie ne sont pas très solides. Et puis même, après, on peut être un saint respecté. Je veux dire, Mère Teresa, ce qu'on veut, on fait des erreurs aussi. Il n'y a pas de problème. Normalement, être juif, c'est pas, idolâtrer un humain, quoi. C'est censé être... on peut reconnaître qu'il y a des gens qui passent leur vie à étudier les textes et qui sont très consacrés à la religion, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est des prophètes. Donc ça se discute, quoi, même quand on est particulièrement sensible à ce genre de trucs. Mais pourquoi j'en parle? Parce que ça influence la géopolitique. Oui. Et il y a tout un tas de... Nous, avec notre tradition marxiste en France, oui, etc., ça nous passe au-dessus de la tête. On se dit, c'est pas important, ça, on fait pas des guerres pour ça. Exactement. Entre le marxisme d'un côté et le cartésianisme de l'autre, on a du mal à croire que ça puisse influencer la géopolitique. Ça l'influence, en particulier au Moyen-Orient. Donc, et d'ailleurs, même Douguin, alors Douguin, en plus, depuis le meurtre de sa fille, il est très, très pessimiste, il est devenu extrêmement sombre. Et donc, Douguin, il prophétise l'apocalypse toutes les 2 semaines. Quand il y avait un drapeau... en Iran, il a dit ça y est, la bannière noire se dresse sur le Khorasan en référence à la prophétie du Mahdi dans l'islam. Donc voilà, et ça peut mener aussi à des erreurs de calcul, comme on dit, à des situations où... Par rapport au réel. Exactement. Donc, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore près du pire, mais on peut s'en approcher, j'allais dire, par un enchaînement malheureux de circonstances et de convictions. Ça peut déraper, ouais. Et la France, là-dedans, c'est fini. Nous, la France, qu'est-ce qu'il en reste, quoi? Combien de divisions, quoi? Faut quand même voir. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a un mouvement sur X, le Giscard Punk, ça s'appelle. Donc, les punks, c'est quand on fait de l'histoire alternative. Il y a une très belle série de bandes dessinées françaises qui s'appelle Jour J, que je vous recommande, elle est excellente. Il y en a une, par exemple, c'est « Si les 68 arts avaient pris le pouvoir », très marrante à voir. Et donc l'Uchronie, ce qu'on appelle l'Uchronie ou le rétrofuturisme. Et donc l'Uchronie de l'époque à vapeur, ça s'appelait le steampunk. Et donc on fait des uchronies aussi sur l'époque du diesel, le diesel punk, que Musk adore. Musk, il aime beaucoup, alors qu'il fait des voitures électriques, mais il aime beaucoup le diesel punk, parce que c'est l'époque de l'art déco. Les Marie aurait dû rester comme ça. Et maintenant, il y a le Giscard punk, qu'on appelle aussi Formica punk. Donc l'ère du Formica, en gros, on fait une ère alternative où la France aurait été à l'ère du Formica, aurait gardé son leadership. Donc on aurait les bus avec le Formica orange, le Concorde, le TGV, enfin c'est l'ère de l'orange. Tout ça serait là, oui, c'est l'orange. Voilà, c'est l'orange. Et le marron aussi. Voilà, et le marron, exactement, avec les shiny filles, etc. Voilà, la moquette à moumoute, voilà, vous visualisez. Et mine de rien, parce qu'il y a toujours cette nostalgie. Comme on voit d'ailleurs ceux qui étaient nostalgiques de Jacques Chirac, il y avait une page Fuck yeah Jacques Chirac sur Internet, où c'était des millennials ou des zoomers qui étaient fans de Jacques Chirac, alors que les zoomers ne l'ont pas connu, par exemple. Parce que c'est fantasmé, quoi. Voilà. Oui, c'est fantasmé. Puis il y a aussi il y a beaucoup, même des jeunes peuvent se sentir orphelins. Absolument. Ils sentent qu'il manque quelque chose quand même. C'est ça, c'est tout à fait ça. Il manque quelque chose, et donc, même si Chirac n'était pas parfait, loin de là. Loin de là. Mais c'est même ce qu'a dit Mosinor dans son excellent détournement Finito les Mercedes, que je recommande vivement. Donc Mosinor fait des détournements, donc il prend des vidéos, il les redouble, et il en a fait une sur l'explosion du Nord Stream. Et voilà. Je vais aller voir ça. Ah non, mais elle est magique. 1 demi-million de vues, elle mériterait d'avoir fait le million. Lui, il faisait des millions de vues sur des détournements purement humoristiques. Maintenant, il fait un peu de géopolitique et c'est très très marrant. Et dans Finito les Mercedes, il fait parler, donc il met en scène une visioconférence entre Macron et Biden. Et Biden lui dit à un moment donné, il fait « Votre Chirac, c'était un baiser, branleur, buveur de bière. Mais même lui, il ne se serait pas laissé faire comme toi. » Et après, il met le passage au Chirac, le fameux « Do you want me to go back to my plane ?» Et il le double en disant au Chirac, il fait
Qui a fait péter le gazoduc? On ne se fait pas péter le gazoduc entre amis. This is not a method. Comme ça. C'est toi qui as fait péter le gazoduc? Non, monsieur. Bon, excellent, mais il a parfaitement compris. C'est-à-dire que ça n'aurait pas été faisable sous Chirac, d'autant que ce gazoduc a été fait avec Gerhard Schröder, qui était l'allié de Chirac, etc. Donc le Giscard Punk, pour répondre à cette question, c'est imaginer si la France avait bifurqué sous Giscard vers une suprématie technologique relative, vers plus d'innovation, Pléiade, on se rappelle le plan calcul de Charles de Gaulle, etc. Et vers donc un leadership technologique accru, avec un meilleur TGV, le Concorde toujours, bien sûr, il faut se rappeler, enfin le Concorde, voilà, 2001 c'est fini, mais bon, on pouvait faire Paris-New York. Oui, mais il y avait une vision là, puis il y avait aussi le fait d'assumer de temps en temps une certaine solitude, une certaine critique, indépendance, enfin on était capable de dire zut aussi. Comme pour les essais nucléaires ou autres, mais qu'on aurait pu faire autrement si on avait eu des lasers mégajoules et on les a eu qu'après, mais quoi qu'il en soit, en effet, on aurait pu, là aujourd'hui, on aurait des data centers, on aurait des supercalculateurs partout, nos centrales nucléaires tourneraient à plein, on aurait l'électricité la moins chère d'Europe, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Oser être soi. Oser être soi, exactement. Donc cette nostalgie aujourd'hui, c'est cristallisé, il faut suivre ce genre d'événement quand une nostalgie se cristallise, enfin, quand un phénomène sociologique se cristallise, c'est souvent un gros révélateur de l'époque, de l'esprit du temps, du Zeitgeist, comme disaient les Allemands, comme disait Hegel. Le Zeitgeist, là, le Giscard Punk montre le Zeitgeist des quelques Français souverains qui restent, et pourtant Giscard n'était pas le plus souverainiste du monde, loin s'en faut. Il faudrait une figure. Exactement. Il faudrait une figure qui ait le courage et les muscles aussi et tout. Enfin, là, on a un gouvernement en exil, on l'a, il suffit de prendre nos relations communes entre Éric Denocé, Alain Juillet, Régis Le Sommier, bien sûr Pierre-Yves Rougeron, etc. Il y aurait de quoi faire. Bon, bien, c'est une première entrevue qui me semble pleine d'espoir d'une certaine manière. Il faudra en sortir des shorts. Oui, il faut en sortir des shorts, on va s'occuper de tout ça pour essayer. Collab et je les posterai. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était une vraie joie. Tout le plaisir était pour moi. Vraiment de vous avoir ici. J'espère qu'on recommencera, parce que l'avantage de cette matière, c'est qu'elle est vraiment très très vivante. Donc, assez régulièrement, on peut... ce sera un plaisir, je reviens quand vous voulez. Okay, et même super. à deux ou un débat. Mais avec plaisir, avec Alain Juillet ou avec Éric Denocé. Mais on peut faire ça aussi. Pierre Conessa, que j'aime beaucoup. Avec Pierre, bien sûr, avec plaisir. Je le connais depuis fort longtemps aussi, comme Éric. Remarquable, parce que lui, quand il analyse justement comment on vend des guerres, le complexe militaro-industriel appliqué aux médias, le complexe médiatico-guerrier, je ne sais pas comment il l'appelle. Oui, médiatico-intellectuel. Médiatico-intellectuel, c'est ça. Ou militaro-intellectuel. Militaro-intellectuel. Oui, non, mais il est très bon et moi je le connais depuis ses fonctions à la même époque que moi. C'est un pilier du renseignement dans l'histoire. Dans le ministère de la Défense, et oui, il sait de quoi il parle. Bon, très bien. En tout cas, merci infiniment d'être venu. C'était une vraie joie et à très vite. Donc, chers amis, donc voilà, ça va être dans la boîte, ça va arriver d'ici quelques jours et quand vous le regarderez, évidemment, ce sera sous vos yeux. Merci de liker cette vidéo, merci de la partager, merci de vous inscrire à cette fichue chaîne qui s'appelle PayGuerre, parce que moi, je n'ai pas 1 200 000 abonnés. Ça va venir. Ça viendra peut-être, mais enfin, sans aller jusque-là, ce serait formidable qu'on continue à être de plus en plus nombreux. Et puis, merci aussi de rejoindre le Cercle PayGuerre si vous en avez envie pour avoir d'autres contenus supplémentaires. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine fois avec un autre invité.